Mon épouse a humilié mon passé lors de ma fête d'anniversaire, alors j'ai révélé nos projets futurs à tous les invités. La même foule a été témoin de son choc complet. Quand mon anniversaire approchait, je n'avais aucune idée que mon épouse organisait une fête surprise. Je suis rentré à la maison m'attendant à un dîner tranquille, pour trouver notre maison remplie d'amis, de collègues et même de mon patron. Initialement, j'ai été touché par l'attention. Les décorations étaient élégantes, la nourriture était excellente et tout le monde semblait passer un bon moment. 2 heures après le début de la fête, après plusieurs verres, mon épouse s'est levée pour porter un toast. C'est là que tout a changé. J'aimerais partager quelques histoires sur le roi de la fête que je suis sûr que personne d'entre vous n'a jamais entendu, a annoncé mon épouse avec un sourire malicieux qui aurait dû être mon premier avertissement. La première histoire semblait assez inoffensive. Une anecdote embarrassante mais innocente de nos débuts de relation. Mais ensuite, les histoires ont pris une autre tournure. Mon épouse a commencé à révéler des détails sur mes échecs passés et mes insécurités. Des histoires sur la fois où j'ai été renvoyé de mon premier emploi après l'université, la période où j'ai lutté contre les dettes et dû emprunter de l'argent à des proches. Même l'histoire de mon entreprise ratée que j'avais partagée en confiance pendant notre première année de mariage et vous auriez dû voir à quel point il était nerveux avant son entretien au cabinet. Il s'est entraîné devant le miroir pendant des heures, transpirant à travers 3 chemises. Mon épouse riait, inconsciente ou indifférente au silence inconfortable qui s'était installé dans la pièce. Mon patron s'est agité maladroitement sur son siège. Mes collègues ont échangé des regards. Mes amis fixaient leurs verres et j'étais assis là, sentant le sang quitter mon visage alors que chaque échec privé, chaque moment de vulnérabilité que j'avais partagé en confiance était exposé à la vue de tous. Le pire n'était pas seulement le contenu des histoires. C'était le ton. Chaque anecdote était livrée avec une subtile nuance de moquerie, me peignant comme incompétent et peu sûr de moi. La personne en qui j'avais le plus confiance était en train de démanteler systématiquement la réputation professionnelle que j'avais mis des années à construire. Alors que le toast se poursuivait, j'ai aperçu mon patron vérifier sa montre, clairement mal à l'aise. 2 de mes collègues chuchotaient entre eux. Je pouvais presque voir leur opinion sur moi changer en temps réel. Des années de respect s'évaporant en quelques minutes. Et ne me lancez même pas sur sa famille. Vous ne croiriez pas le dysfonctionnement dont il est issu, a continué mon épouse, commençant à articuler légèrement avec difficulté. Mes traumatismes d'enfance et mes luttes familiales étaient sur le point de devenir une conversation de dîner. À ce moment-là, quelque chose en moi a changé. La blessure et l'embarras se sont cristallisés en quelque chose de plus dur, de plus froid. En regardant les visages des personnes dont j'avais gagné le respect par des années de travail acharné, j'ai réalisé que ce n'était pas seulement un hommage humoristique qui avait mal tourné. C'était une trahison qui touchait au cœur de notre relation. J'ai gardé mon sang-froid d'une manière ou d'une autre, forçant un sourire crispé pendant que mon esprit tournait à toute vitesse. La fête a continué avec une tension sous-jacente que tout le monde ressentait mais que personne ne reconnaissait. Les invités sont partis plus tôt que prévu avec des au revoir maladroits et des regards fuyants. Plus tard dans la nuit, alors que nous nettoyions les restes de la fête en silence, mon épouse semblait inconsciente de ce qui s'était passé. N'était-ce pas amusant? Tout le monde a passé un si bon moment. Le manque total de conscience n'a fait que confirmer ce que je commençais à comprendre. Ce n'était pas un simple manque de jugement ponctuel. C'était un aperçu du peu d'importance que mes sentiments et ma réputation avaient. Alors que je restais éveillé cette nuit-là, fixant le plafond pendant que mon épouse dormait paisiblement à côté de moi, je savais que notre relation avait fondamentalement changé. Pas seulement à cause de ce qui s'était passé, mais à cause de ce que je prévoyais maintenant de faire à ce sujet. L'humiliation de cette nuit ne resterait pas sans réponse. On m'avait toujours appris à répondre à l'adversité avec une pensée stratégique plutôt qu'avec des réactions émotionnelles. Le matin, j'avais le début d'un plan. Si mon épouse voulait exposer mon passé à tout le monde, il était peut-être temps que je révèle notre avenir. Les suites de la fête d'anniversaire ont été pires que ce que j'aurais pu imaginer. Le lundi matin est arrivé avec une lourdeur que je n'avais pas ressentie depuis des années. Entrer dans le bureau, c'était comme entrer dans une autre dimension, une où j'étais soudainement vulnérable et exposé. Les regards de côté de mes collègues et le changement subtil dans la façon dont les gens s'adressaient à moi ont confirmé mes pires craintes. Mon image professionnelle avait été endommagée. Mon patron m'a appelé dans son bureau vers midi. Il a essayé d'être décontracté, mais je pouvais sentir son malaise à propos de la fête de ce week-end.
Il a commencé à ajuster sa cravate. Tout va bien à la maison. L'inquiétude dans sa voix n'était pas seulement personnelle. Elle portait des implications sur ma stabilité, mon jugement, mon aptitude à la promotion à venir. Je lui ai assuré que tout allait bien, juste un malentendu, mais le mal était fait. Il a hoché la tête trop rapidement, trop désireux de mettre fin à la conversation. En quittant son bureau, j'ai surpris 2 collègues près de la fontaine à eau qui ont rapidement changé de sujet en me voyant. Ils avaient clairement discuté de la fête, de moi. L'humiliation brûlait plus profondément que prévu. Il ne s'agissait pas seulement de gêne. Il s'agissait de confiance trahie. Chaque moment de vulnérabilité que j'avais partagé en confiance avait été utilisé comme une arme contre moi devant les personnes dont j'avais le plus besoin du respect. Ce soir-là, je suis rentré à la maison pour trouver mon épouse agissant tout à fait normalement, comme si de rien n'était. Le dîner était préparé, de la musique jouée et on parlait des projets du week-end. Le décalage entre mon trouble intérieur et cette façade de normalité a tout empiré. Quelqu'un au travail a-t-il mentionné la fête ? A demandé mon épouse nonchalamment en servant le dîner. La question semblait assez innocente, mais quelque chose dans le ton a déclenché des signaux d'alarme. Y avait-il une satisfaction cachée sous la demande ? Une curiosité sur l'étendue des dégâts causés ? Non, ai-je menti, étudiant la réaction, tout le monde était trop occupé avec le comte Henderson. J'avais besoin de temps pour traiter ce qui se passait, pour comprendre si cela avait été un incident isolé ou quelque chose de plus calculé. Au cours des jours suivants, j'ai commencé à prêter plus d'attention à nos interactions, revisitant dans mon esprit les rassemblements sociaux passés. Des schémas subtils que j'avais précédemment ignorés ont émergé. Les commentaires enjoués sur ma cuisine devant les invités, les corrections inoffensives lorsque je racontais des histoires, les remarques c'est juste pour rire sur mes choix de carrière en présence d'amis. Ce que j'avais interprété comme une négligence occasionnelle apparaissait maintenant comme un schéma constant visant à me saper, en particulier dans des contextes publics. Chaque instance était suffisamment petite pour paraître insignifiante isolément, mais ensemble, elles formaient une image troublante. Une semaine après la fête, nous avons assisté à un dîner avec des amis où quelqu'un a inévitablement mentionné ma célébration d'anniversaire. C'était très instructif, a remarqué un ami avec un sourire forcé. Nous avons tellement appris sur toi. J'ai observé attentivement la réaction de mon épouse. Le léger sourire, l'absence de tout inconfort ou regret. À ce moment-là, j'ai compris que ce n'était pas seulement de la négligence. Il y avait quelque chose de délibéré dans la façon dont ma réputation avait été démantelée. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je n'arrêtais pas de rejouer des années d'interaction dans mon esprit, réévaluant des moments que j'avais précédemment écartés. La prise de conscience que ces comportements n'étaient pas accidentels m'a frappé durement. La personne qui était censée être mon plus grand soutien avait choisi à plusieurs reprises d'être mon subtil détracteur. Je me suis levé à 3 heures du matin et je suis allé dans mon bureau à domicile. En ouvrant mon ordinateur portable, j'ai commencé à prendre des notes, documentant les instances, les schémas et les implications. Si je devais répondre à cela, j'avais besoin de clarté. J'avais besoin de preuves. J'avais besoin d'une stratégie qui s'attaquerait aux problèmes de fond plutôt qu'aux simples symptômes. À l'aube, j'avais rempli plusieurs pages de notes. Le schéma était indéniable. La question n'était plus de savoir si j'avais été trahi, mais pourquoi, et plus important encore, ce que j'allais faire à ce sujet. J'ai décidé d'enquêter davantage avant d'agir. Ce matin-là, j'ai appelé quelques amis de confiance indépendamment, évoquant nonchalamment des rassemblements sociaux passés. Leurs réponses hésitantes ont confirmé mes soupçons. L'un d'eux a finalement admis, en fait, nous avons remarqué cela depuis un moment. La façon dont on te rabaisse. Nous pensions que tu étais d'accord avec ça puisque tu ne disais jamais rien. La révélation que d'autres avaient vu ce à quoi j'avais été aveugle fut un autre coup dur. J'avais été inconscient pendant que ma confiance était systématiquement sapée. Mais plus maintenant. La société d'investissement m'avait appris une leçon précieuse. Ne jamais réagir émotionnellement à un changement de marché. Analyser, élaborer une stratégie, puis exécuter de manière décisive. J'ai commencé à former mon plan méthodiquement. Si mon passé avait été utilisé contre moi, il était peut-être temps de tirer parti de notre avenir. Mon épouse n'avait aucune idée de plusieurs décisions importantes que j'envisageais. Des changements de carrière, des arrangements financiers et des changements personnels qui affecteraient considérablement nos vies.
Ce n'étaient pas des idées impulsives nées de la vengeance. C'étaient des plans légitimes que j'examinais depuis des mois, mais que je n'avais pas encore discutés. Maintenant, plutôt que de les partager en privé, comme le feraient normalement des partenaires, je voyais une opportunité différente. Parfois, la réponse la plus efficace à l'humiliation publique est une révélation tout aussi publique. En fermant mon carnet et en me préparant pour le travail, j'ai senti une froide détermination se durcir en moi. Le temps d'accepter silencieusement le manque de respect était révolu. Ma réponse ne serait pas émotionnelle ou impulsive. Elle serait calculée, mesurée et finalement bien plus percutante que n'importe quelle histoire embarrassante de mon passé. Au cours des 2 semaines suivantes, j'ai méticuleusement rassemblé des informations et solidifié mon plan. Plutôt que de confronter mon épouse immédiatement, j'ai décidé d'adopter une approche plus stratégique. Se précipiter dans une confrontation émotionnelle ne ferait que révéler ma position sans aborder le vrai problème. Le manque de respect fondamental qui était devenu une pierre angulaire de notre relation. D'abord, je devais comprendre exactement jusqu'où allait ce schéma d'humiliation. J'ai contacté des amis proches individuellement, les invitant à déjeuner ou à prendre un café sous prétexte de prendre des nouvelles. Sans révéler mes intentions, j'ai soigneusement orienté les conversations vers des rassemblements sociaux passés où mon épouse et moi étions présents. « Tu te souviens de cette fête de Noël l'année dernière » demanderai-je nonchalamment, comment les choses semblaient-elles entre nous? Les réponses étaient révélatrices et cohérentes. La plupart des amis avaient remarqué le dénigrement subtil, mais avaient supposé que cela faisait partie de notre dynamique, que j'étais en quelque sorte d'accord avec ça. Un ami d'université a été plus direct que les autres. Honnêtement, c'est parfois inconfortable à voir, a-t-il admis pendant le déjeuner. L'été dernier, au barbecue, tu racontais cette histoire sur ta promotion, et tu n'arrêtais pas d'être interrompu et corrigé sur des détails mineurs jusqu'à ce que tu arrêtes finalement de parler. Nous l'avons tous remarqué, mais nous ne savions pas quoi dire. Chaque conversation complétait les pièces d'un puzzle que je n'avais pas réalisé devoir résoudre. Ce qui en est ressorti, c'est un schéma clair de dévalorisation publique qui se produisait depuis des années. Assez subtil pour que je puisse ignorer les cas individuels, mais assez constant pour que d'autres aient remarqué un schéma bien avant moi. La révélation m'a piqué au vif. Mon image de personne observatrice et stratégique en a pris un coup. Comment avais-je pu manquer quelque chose de si évident pour les autres? La réponse était simple mais difficile à accepter. J'avais fait entièrement confiance et, ce faisant, j'avais développé des angles morts. Tout en recueillant ces renseignements sociaux, je me suis également concentré sur mes plans professionnels. Depuis des mois, j'étais en discussion avec une société d'investissement rivale à propos d'un poste potentiel, un poste qui nécessiterait un déménagement dans un autre État, mais qui s'accompagnerait d'une avancée significative. J'avais gardé ces discussions privées, ne voulant pas perturber nos vies tant que les choses n'étaient pas plus certaines. Maintenant, ces discussions se sont accélérées. J'ai eu 3 réunions avec leur équipe de direction, soigneusement programmées pendant les heures de déjeuner ou déguisées en réunion avec des clients. L'offre qu'ils ont présentée a dépassé mes attentes. Une rémunération plus élevée, des options sur actions et un rôle de direction qui catapulterait ma carrière. Simultanément, j'ai consulté un conseiller financier sur la restructuration de nos investissements et de nos actifs. Rien de sournois ou de secret, simplement organiser les choses d'une manière qui offrirait une flexibilité maximale pour les décisions à venir. Je n'ai fait aucun mouvement qui ne pourrait être justifié comme une planification financière prudente. J'ai également commencé à explorer l'immobilier dans la ville où se trouverait le nouveau poste, collectant des informations sur les quartiers, les écoles et les marchés du logement. J'ai compilé des analyses détaillées des coûts de la vie, des facteurs de qualité de vie et des considérations de transition. Tout était méticuleusement documenté dans des fichiers auxquels mon épouse n'accédait jamais. 2 semaines et demie après la fête d'anniversaire, j'ai finalisé mon approche. L'exécution devrait être précise, non pas motivée par la colère ou la vengeance, mais calculée pour restaurer l'équilibre et le respect. Je ne voulais pas détruire notre relation. Je voulais la réinitialiser sur des bases plus équitables. L'occasion s'est présentée lorsque mon épouse a mentionné l'organisation d'un autre dîner. Nous devrions réinviter tout le monde bientôt. Les gens se sont tellement amusés à ton anniversaire. Le manque de conscience était toujours frappant. J'ai hoché la tête en signe d'accord. Excellente idée. Que dirais-tu de samedi prochain? Nous pourrions inviter le même groupe. Mon épouse semblait satisfaite de mon enthousiasme,
complètement inconsciente de ce que je préparais. Parfait. Je commencerai à envoyer les invitations demain. Au cours de la semaine, j'ai maintenu une apparence de normalité tout en finalisant chaque détail de mon plan. J'ai confirmé l'offre d'emploi par écrit mais j'ai demandé que l'annonce officielle soit retardée. J'ai terminé la restructuration financière et finalisé mes recherches sur le déménagement. Tout était en place. La veille du dîner, alors que nous préparions la maison, mon épouse m'a demandé si je pouvais acheter du vin en rentrant du travail le lendemain. Prends quelque chose de spécial. Peut-être ce cabernet que tout le monde a aimé à ton anniversaire. J'ai accepté, ne trahissant rien de mes intentions. Cette nuit-là, j'ai étonnamment bien dormi pour quelqu'un sur le point de modifier radicalement le cours de sa relation. Peut-être parce que pour la première fois depuis des semaines, je me sentais de nouveau maître de mon propre récit. Le matin du dîner, je suis parti travailler plus tôt que d'habitude, utilisant le temps supplémentaire pour revoir mes notes une dernière fois et répéter mentalement ce que j'allais dire. Il ne s'agissait pas d'humilier mon épouse comme j'avais été humilié. Il s'agissait de retrouver ma dignité et d'établir des limites qui auraient dû exister depuis le début. Assis dans mon bureau, regardant l'horizon de la ville, j'ai ressenti un calme inhabituel. Certains pourraient considérer ce que je préparais comme excessif ou dramatique. Mais ces personnes ne s'étaient pas mises à ma place, sentant leur réputation professionnelle et personnelle démantelée par la seule personne qui aurait dû être leur plus grand soutien. À 17 heures, j'avais acheté le vin demandé et je rentrais chez moi. Le dîner devait commencer à 19 heures. Dans quelques heures seulement, la dynamique de notre relation changerait de façon permanente. Non pas par des accusations colériques ou une confrontation houleuse, mais par une révélation soigneusement orchestrée qui rendrait une chose absolument claire. Le manque de respect a des conséquences. En arrivant dans notre allée, j'ai pris une profonde inspiration et je me suis rappelé mon objectif. Il ne s'agissait pas de vengeance. Il s'agissait de la restauration de ma dignité, de mon autonomie et, espérons-le, d'une relation construite sur le respect mutuel plutôt que sur une domination subtile. Que cette relation continue ou non restait à voir, mais de toute façon, je ne serais plus la cible involontaire de l'humiliation publique. Le dîner a commencé précisément comme prévu. Notre maison était impeccablement préparée. La salle à manger était arrangée avec d'élégants couverts, un éclairage d'ambiance créant l'atmosphère parfaite, et l'arôme de la nourriture préparée par un traiteur remplissait l'air. J'avais insisté pour engager des traiteurs plutôt que de cuisiner nous-mêmes, expliquant que nous devrions tous les deux être libres de profiter de nos invités. La vraie raison était que j'avais besoin de me concentrer entièrement sur le timing et l'exécution. Les invités sont arrivés par couple, le même groupe que pour ma fête d'anniversaire. Mon patron et sa femme sont venus les premiers, suivis de 3 couples de mon lieu de travail et de 2 de nos amis communs. J'ai salué chacun chaleureusement, jouant le rôle de l'hôte confiant, ne trahissant rien de mes intentions. Mon époux se déplaçait dans la pièce avec un charme exercé, remplissant les verres de vin et facilitant la conversation. J'ai remarqué les regards subtils entre les invités, la conscience tacite de ce qui s'était passé lors du rassemblement précédent. Ils étaient prudents, s'attendant peut-être à une autre démonstration inconfortable. Ils ne se doutaient pas que ce soir comporterait en effet une révélation, mais pas du genre qu'ils anticipaient. Le dîner s'est déroulé sans encombre jusqu'à l'entrée. J'ai participé aux conversations, ri aux moments appropriés et maintenu la façade de normalité. Mon épouse semblait satisfaite de la façon dont la soirée se déroulait, touchant occasionnellement mon épaule ou mon bras dans des démonstrations d'affection qui me semblaient maintenant creuses. Pendant le plat principal, mon patron a mentionné une situation client difficile au travail, fournissant l'ouverture que j'attendais. En parlant de situation difficile, ai-je dit, ma voix conversationnelle, mais portant assez de poids pour attirer l'attention. J'avais l'intention de partager quelques nouvelles avec tout le monde. Mon épouse m'a regardé avec une légère curiosité, complètement inconsciente de ce qui allait arriver. La table s'est tue, tous les yeux se sont tournés vers moi. J'ai beaucoup réfléchi depuis mon anniversaire, ai-je continué en maintenant le contact visuel avec divers invités. Cette nuit-là a été éclairante à bien des égards. Elle m'a fait réfléchir à mon passé, comme nous l'avons tous entendu en détail, mais plus important encore, elle m'a poussé à prendre des décisions concernant mon avenir. J'ai fait une pause, prenant une gorgée d'eau. La pièce était devenue complètement silencieuse. L'expression de mon épouse est passée de la curiosité à une légère confusion. Je suis ravi d'annoncer que j'ai accepté un poste de direction chez Meridian Capital sur la côte ouest.
J'ai laissé cette première révélation faire son effet. Mon patron s'est redressé sur sa chaise, clairement surpris par cette nouvelle. Ils m'ont approché il y a 6 mois, mais je n'ai finalisé les détails que récemment. La côte ouest, m'a interrompu mon épouse, la voix s'élevant légèrement. De quoi parles-tu? C'est la première fois que j'entends parler de ça. Je me suis tourné vers mon épouse avec un sourire mesuré. Oui, ça a été un processus long. Le poste s'accompagne d'opportunités d'avancement significatives et d'une augmentation substantielle de la rémunération. On m'a dit que je pouvais partager qu'il s'agit d'une augmentation de 70% par rapport à mon package actuel. Des murmures ont parcouru la table. L'expression de mon patron était un mélange de déception professionnelle de me perdre et de malaise personnel d'assister à ce qui était clairement une nouvelle pour mon épouse. J'ai également travaillé avec des agents immobiliers à Seattle, ai-je continué doucement, sortant mon téléphone et affichant des images que j'avais sauvegardées. J'ai réduit la sélection à 3 quartiers potentiels. Le marché immobilier là-bas est excellent pour les acheteurs en ce moment. J'ai fait passer mon téléphone autour de la table, montrant des annonces détaillées et des statistiques de quartiers que j'avais compilées. Chaque invité a regardé les images avec gêne avant de passer le téléphone, hyper conscient de la tension qui montait à travers la table. « Attends » a dit mon épouse, la voix portant maintenant une netteté distincte. « Tu as regardé des maisons sans me le dire, sans aucune discussion. » J'ai recueilli des informations pour présenter des options, ai-je clarifié calmement. Juste pour être minutieux, de la même manière que j'ai été minutieux dans la recherche des meilleures stratégies d'investissement pour notre transition. Je me suis tourné vers un de mes collègues qui travaillait dans la planification financière. Tu te souviens de cette conversation que nous avons eue sur les implications fiscales des déménagements inter-États? Tes conseils ont été inestimables. J'ai restructuré notre portefeuille d'investissement sur la base de ces informations. Mon collègue a hoché la tête avec inconfort, souhaitant clairement être n'importe où ailleurs. Le visage de mon épouse avait perdu ses couleurs, ses doigts agrippant le bord de la table. Et le timing ne pourrait pas être meilleur, ai-je ajouté, me tournant à nouveau pour m'adresser à toute la table. Le package de relocalisation qu'ils offrent est exceptionnel. Ils couvriront tous les frais de déménagement, fourniront un logement temporaire pendant 3 mois et aideront même à vendre notre maison actuelle. Notre maison, a répété mon épouse, la voix à peine un murmure. Tu prévois de vendre notre maison. C'est l'une des nombreuses possibilités que j'ai explorées, ai-je répondu d'un ton égal. J'ai préparé des analyses détaillées de chaque option. La tension silencieuse dans la pièce était palpable. Nos invités étaient piégés dans la position inconfortable d'être témoins de ce qui aurait dû être une conversation privée. Pourtant, n'était-ce pas exactement ce qui s'était passé à ma fête d'anniversaire? Des affaires privées rendues publiques. J'ai également été en discussion avec un avocat sur la manière la plus efficace de gérer la transition de nos actifs, ai-je continué en maintenant mon attitude calme. Il y a plusieurs approches que nous pourrions adopter en fonction de nos objectifs futurs. L'implication flottait dans l'air. Personne n'a manqué ce que la transition des actifs pourrait signifier dans ce contexte. Mon épouse a brusquement repoussé sa chaise de la table. Pourrais-je te parler dans la cuisine? Maintenant. J'ai hoché la tête en m'excusant auprès de nos invités. S'il vous plaît, profitez de votre repas. Nous en avons juste pour un moment. Alors que nous nous dirigions vers la cuisine, je pouvais entendre le murmure inconfortable de la conversation reprendre derrière nous. La situation s'était retournée. Maintenant, c'était mon épouse qui subissait l'exposition publique d'affaires privées, sentant le poids de la conscience des autres. Dans la cuisine, loin de nos invités, mais toujours à portée de voix si les tons montaient, mon épouse m'a confronté. « Qu'est-ce que tu fabriques, bon sang ?» Les mots sont sortis entre des dents serrées. Pourquoi j'apprends tout ça pour la première fois devant tout le monde que nous connaissons? J'ai gardé mon calme, m'appuyant contre le comptoir. Je partage nos projets d'avenir. N'est-ce pas ce que font les partenaires? Partager des choses l'un avec l'autre. Pas comme ça. Pas devant tout le monde. C'est intéressant, ai-je répondu. À mon anniversaire, tu semblais penser que partager des informations privées devant tout le monde était parfaitement acceptable. Je ne fais que suivre ton exemple. La prise de conscience a lentement éclairé le visage de mon épouse. Le lien entre l'humiliation de l'anniversaire et les révélations de ce soir, mais nous n'étions qu'à mi-chemin du dîner, et je n'avais pas encore fini.
Le plat principal des révélations était encore à venir. Nous sommes retournés à table avec des sourires forcés, bien que la tension entre nous fût indéniable. Nos invités se sont agités inconfortablement, tentant de petites conversations qui se sont rapidement estompées dans un silence gêné. Les traiteurs ont apporté le dessert, une élégante tourte au chocolat qui, dans des circonstances normales, aurait suscité l'appréciation. Ce soir, elle a à peine été remarquée. Comme je le disais avant notre brève interruption, ai-je continué doucement, la transition présente des opportunités intéressantes. Je me suis tourné vers mon patron qui luttait clairement pour maintenir son sang-froid professionnel. Je veux te remercier pour tout ce que tu m'as appris au fil des ans. L'expérience a été inestimable. Il a hoché la tête avec raideur. Tes contributions à l'équipe nous manqueront certainement. Mon épouse était assise, rigide à côté de moi, les yeux fixés sur son dessert intact, les jointures blanches autour du pied de son verre de vin. Je pouvais sentir la prise de conscience croissante de ce qui se passait, que c'était calculé, pas impulsif, une réponse, pas une attaque. Il y a plus que j'aimerais partager, ai-je dit, ramenant l'attention de tous sur moi. Le poste chez Meridian Capital est assorti d'une condition intéressante que j'ai acceptée. La pièce est redevenue silencieuse. Même mon épouse a levé les yeux, un mélange d'effroi et d'incrédulité évident. Ils développent leur division internationale, en se concentrant sur les marchés émergents en Asie du Sud-Est. Dans le cadre de mon rôle, je passerai une semaine par mois à Singapour pendant au moins les 2 premières années. C'était un détail que je n'avais pas fabriqué. L'offre incluait en effet des voyages internationaux, bien que cela ait été présenté comme une option, et non une exigence. J'avais spécifiquement demandé cet arrangement lors de ma négociation finale, sachant exactement comment j'utiliserais cette information ce soir. Singapour ? Mon épouse a finalement parlé, la voix tendue. Des voyages mensuels à Singapour. Quand exactement avais-tu l'intention de mentionner cela? Je me suis tourné avec une expression de légère surprise. Je supposais que tu trouverais cela excitant. Tu as toujours parlé de vouloir voyager davantage. En fait, ai-je continué en m'adressant à toute la table, le poste inclut l'option pour la famille de m'accompagner lors de ses voyages trimestriellement. Toutes les dépenses sont couvertes par l'entreprise. J'ai de nouveau attrapé mon téléphone, affichant des images de l'horizon de Singapour et des hébergements de luxe. L'entreprise maintient des résidences exclusives pour les cadres. Les vues sont remarquables. J'ai fait passer mon téléphone une fois de plus. Cette fois, mon épouse n'a même pas jeté un coup d'œil aux images. J'ai également exploré des options éducatives, ai-je ajouté, introduisant la pièce suivante de mon récit soigneusement construit. Le moment du déménagement s'alignerait parfaitement avec le calendrier académique, minimisant les perturbations. Cette déclaration portait des implications significatives sur notre planification familiale future, un sujet que nous avions discuté en privé, mais sur lequel nous avions des perspectives différentes. Mon épouse avait été hésitante à propos des enfants, tandis que j'avais été plus ouvert à cette possibilité. En mentionnant des considérations éducatives, je signalais publiquement une décision sur une question profondément personnelle. Exactement comme mes échecs privés avaient été exposés à mon anniversaire. Des options éducatives. La voix de mon épouse était à peine contrôlée. Maintenant, tu parles d'enfants? Discutes-tu sérieusement de nos décisions de planification familiale avec nos invités? J'ai maintenu mon expression calme. Je partage nos projets d'avenir. N'est-ce pas ce que font les couples? Partager leur parcours avec des amis. Le parallèle avec les remarques de la fête d'anniversaire était indéniable. Plusieurs invités ont grimacé visiblement, le lien étant maintenant évident pour tout le monde. Il y a un dernier élément de la transition que j'aimerais aborder, ai-je dit, posant délibérément ma fourchette à dessert. Ce serait le point culminant, la révélation finale qui compléterait la symétrie de nos expositions publiques. Dans le cadre de ce changement de carrière, j'ai réévalué tous les aspects de ma vie, professionnelle, financier et personnelle. Cela m'a conduit à des prises de conscience importantes sur les relations et ce qui les soutient vraiment. L'implication flottait dans l'air. Personne ne bougeait. Mon épouse me fixait. Un mélange complexe d'émotions traversait ce visage familier. La colère, la peur et enfin la compréhension naissante. La confiance et le respect forment le fondement de tout partenariat significatif, ai-je continué en regardant directement mon épouse. Maintenant, lorsque ces éléments sont compromis,
tout ce qui est construit dessus devient instable. J'ai fait une pause, laissant le poids de mes mots s'installer sur la table. J'ai consulté un thérapeute pour gérer les grandes transitions de la vie, ai-je dit, introduisant un élément qui était en fait vrai. J'avais en effet parlé à un professionnel, bien que principalement pour surmonter la trahison que j'avais subie. Ils m'ont fourni des informations précieuses sur la reconnaissance des schémas dans les relations et l'importance d'établir des dynamiques plus saines à l'avenir. Cette référence à la thérapie, généralement une affaire privée, complétait le parallèle avec l'humiliation de mon anniversaire. Tout comme mes échecs passés avaient été exposés, je laissais maintenant entendre publiquement des problèmes dans notre relation suffisamment graves pour justifier une aide professionnelle. Je crois que nous atteignons tous des points dans nos vies où nous devons faire des choix difficiles concernant notre avenir, ai-je dit en regardant chaque invité. Ce déménagement représente un tel tournant pour moi. Pour nous, ai-je ajouté avec un regard vers mon épouse. Le silence qui a suivi était assourdissant. Plusieurs invités fixaient leurs assiettes. D'autres échangeaient des regards gênés. Mon patron a vérifié sa montre de manière ostentatoire. Eh bien, a finalement dit une amie, forçant un ton enjoué dans sa voix. Cette soirée a certainement été informative. La litote a brisé une partie de la tension. Quelques rires nerveux ont circulé autour de la table. Peut-être devrions-nous nous retirer, a suggéré un autre invité, repoussant déjà sa chaise. Il se fait tard, et vous deux avez clairement beaucoup de choses à discuter. L'exode qui a suivi a été rapide et maladroit. Les invités ont présenté des excuses hâtives en rassemblant leurs affaires. Mon patron m'a serré fermement la main, marmonnant quelque chose à propos de parler lundi avant de s'échapper. En 15 minutes, notre maison était vide de visiteurs, ne laissant que nous deux, entourés de desserts à moitié mangés et de verres de vin abandonnés. Mon épouse est restée assise à table, apparemment figée sur place alors que la porte d'entrée se fermait derrière le dernier couple parti. Quand nous avons enfin été seuls, la façade s'est complètement effondrée. La colère contrôlée, la civilité de façade ont disparu, remplacées par une émotion brute. Comment as-tu pu faire ça? Les mots sont sortis à peine au-dessus d'un murmure. Comment as-tu pu me prendre au dépourvu comme ça devant tout le monde? J'ai pris mon temps pour répondre, débarrassant quelques assiettes de la table et les plaçant dans l'évier avant de répondre. Dis-moi, ai-je finalement dit, me tournant pour faire face à mon épouse directement. Qu'est-ce que ça fait d'avoir des affaires privées exposées publiquement? De voir des décisions concernant ton avenir annoncées sans ta participation ou ton consentement? De voir ta dignité t'être enlevée pendant que les autres regardaient? La reconnaissance est apparue dans ses yeux, la prise de conscience que ce soir avait été délibérément conçue comme une image miroir de l'humiliation de mon anniversaire. Mais plus que cela, la compréhension que ce n'était pas seulement une vengeance mesquine. C'était une démonstration calculée d'un problème fondamental dans notre relation, exécutée avec précision plutôt qu'avec émotion. C'était à cause de mon toast d'anniversaire. La question portait l'incrédulité. Tu as fait tout ça à cause de quelques histoires? Non, ai-je répondu calmement. J'ai fait ça parce que tu as révélé quelque chose d'important à cette fête, quelque chose que j'avais besoin de voir clairement. Tu m'as montré exactement le respect que tu as pour moi, pour ma vie privée et pour ma dignité. Ce soir, je t'ai simplement rendu l'appareil. La nuit des révélations a marqué un tournant dans notre relation. Après le départ de nos invités, nous avons eu la conversation la plus honnête de notre mariage, une conversation qui s'est poursuivie jusque tard dans la nuit. Il y a eu de la colère, il y a eu des larmes, et il y a eu des vérités inconfortables que ni l'un ni l'autre ne pouvaient plus ignorer. Je n'ai jamais eu l'intention de te blesser, a insisté mon épouse, arpentant notre salon alors que l'aube approchait. Ces histoires à ton anniversaire, elles étaient juste censées être drôles. Je ne pensais pas. C'est exactement le problème, ai-je interrompu. Tu n'as pas pensé à la façon dont cela m'affecterait professionnellement ou personnellement. Tu n'as pas considéré que certaines choses que je partageais avec toi n'étaient pas destinées à la consommation publique. Tu ne t'es pas arrêté pour te demander ce que tu ressentirais si nos rôles étaient inversés. Le silence qui a suivi contenait la première véritable réflexion que j'avais vue depuis la fête d'anniversaire. Ce soir n'était pas seulement une question de vengeance, ai-je continué, ma voix stable. Il s'agissait de démontrer un problème fondamental dans notre relation. Tu me dénigres subtilement depuis des années, et je l'ai permis. Ça s'arrête maintenant. Des années. L'incrédulité dans cette question était révélatrice. De quoi parles-tu?
J'ai récupéré mon carnet et j'ai partagé le schéma documenté, les cas spécifiques, les dates, les témoins. Les preuves étaient substantielles et irréfutables. Alors que je les exposais méthodiquement, j'ai vu la prise de conscience poindre sur le visage de mon épouse. Je ne l'ai jamais vu de cette façon, fut la réponse finale, la voix plus faible que je ne l'avais jamais entendue. Je sais, et cela fait aussi partie du problème, ai-je répondu. La question maintenant est de savoir si nous pouvons avancer à partir d'ici. Cette question est restée en suspens entre nous alors que la lumière du matin commençait à filtrer par nos fenêtres. Nous étions épuisés, émotionnellement vidés, mais d'une certaine manière plus présents l'un pour l'autre que nous ne l'avions été depuis des années. Est-ce vrai ? A finalement demandé mon épouse. À propos de l'offre d'emploi, du déménagement ? Tout ? Oui, ai-je confirmé. L'offre est réelle. Je suis en pourparlers avec eux depuis des mois. Le poste est tout ce que j'ai décrit. Et pour nous ? Cette partie était-elle réelle aussi ? Les commentaires sur la thérapie, les implications pour notre avenir. J'ai pris une profonde inspiration avant de répondre. J'ai parlé à un thérapeute, bien que principalement pour surmonter ce qui s'est passé à la fête d'anniversaire. Quant à notre avenir, cela dépend de ce qui se passera ensuite. Les semaines suivantes ont été compliquées. Au travail, mon patron m'a appelé pour une réunion privée où j'ai confirmé mon intention de partir pour Meridian Capital. Il a été professionnel, mais clairement déçu, à la fois de me perdre et d'avoir été témoin de notre drame personnel. Pour ce que ça vaut, a-t-il dit à la fin de notre réunion, ce qui s'est passé à votre fête d'anniversaire n'a rien changé à mon évaluation professionnelle de vous, mais la façon dont vous l'avez géré par la suite a en fait augmenté mon estime de vos capacités. Avec mes collègues, il y a eu des interactions gênantes au début, mais celles-ci se sont progressivement normalisées à mesure que les gens digéraient ce dont ils avaient été témoins. S'il y avait quelque chose, c'était un nouveau respect dans la façon dont ils interagissaient avec moi, une reconnaissance que je n'étais pas quelqu'un qu'on pouvait bousculer ou rabaisser. À la maison, nous sommes entrés dans une période de réévaluation attentive. Notre communication est devenue plus délibérée, plus réfléchie. Mon épouse a commencé à voir un thérapeute individuellement, travaillant sur les schémas qui s'étaient enracinés dans notre relation. Je n'ai jamais réalisé à quelle fréquence je le faisais, a admis mon épouse lors d'une conversation particulièrement difficile. C'est devenu une habitude, de faire rire à tes dépens, de me valoriser en te rabaissant sournoisement. Je suis vraiment désolé. Ces excuses, contrairement aux précédentes, avaient du poids car elles démontraient une véritable compréhension du comportement, et pas seulement le regret d'un seul incident. Quant à l'offre d'emploi, j'ai négocié un report de 6 mois de ma date de début, nous donnant le temps de déterminer si notre relation pouvait être reconstruite sur une base de respect mutuel. L'entreprise a été accommodante, reconnaissant la valeur que j'apporterais lorsque je les rejoindrais finalement. Pendant ces mois, nous avons établi de nouveaux schémas d'interaction. Lorsque l'un de nous retombait dans de vieilles habitudes, mon acceptation passive ou le dénigrement subtil de mon épouse, nous le signalions immédiatement. Nous nous sommes exercés à nous parler avec le même respect que nous montrerions à un collègue ou un ami estimé. 3 mois après le dîner, nous avons pris une décision concernant notre avenir. Après mûre réflexion et de nombreuses conversations avec nos thérapeutes, individuellement et en couple, nous avons choisi d'avancer ensemble, mais avec des changements importants. J'ai accepté le poste chez Meridian Capital et nous avons déménagé à Seattle ensemble. Le déménagement lui-même représentait une remise à zéro, une nouvelle ville, de nouveaux cercles sociaux et, plus important encore, de nouveaux schémas de comportement. Nous avons établi des limites claires sur les aspects de notre vie qui étaient privés et ceux qui pouvaient être partagés avec les autres. La transition n'a pas été parfaite. De vieilles habitudes refaisaient parfois surface, nécessitant une correction immédiate. Il y a eu des moments de doute, des questions sur notre capacité à vraiment changer des schémas établis sur des années. Mais à chaque mois qui passait, notre nouvelle fondation se renforçait. Ce qui m'a le plus surpris, c'est la façon dont l'incident a transformé non seulement notre relation, mais aussi mon approche de tous les aspects de ma vie. L'expérience de me défendre, de refuser d'accepter le manque de respect même de la part de quelqu'un que j'aimais, s'est répercutée sur mes interactions professionnelles, mes amitiés et ma perception de moi-même. Chez Meridian Capital, je me suis rapidement imposé comme quelqu'un qui commandait le respect. Mes limites étaient claires, ma confiance évidente. Le rôle de direction me convenait mieux que je ne l'avais prévu, peut-être parce que je ne me dévalorisais plus en acceptant le dénigrement subtil des autres.
Un an après cette fête d'anniversaire fatidique, nous avons organisé un petit rassemblement dans notre nouvelle maison à Seattle. Rien de très élaboré, juste quelques nouveaux amis et collègues profitant d'un dîner sur notre terrasse surplombant le Puget Sound. En regardant mon épouse interagir avec nos invités, j'ai remarqué l'absence des pics subtils, du dénigrement discret qui était autrefois si courant. À la place, j'ai observé quelque chose de nouveau, une fierté sincère en me présentant, un soutien authentique lorsque je partageais des histoires sur mon travail, un partenariat basé sur le respect mutuel plutôt que sur un positionnement hiérarchique. Plus tard dans la nuit, alors que nous nettoyions ensemble après le départ de nos invités, mon épouse s'est arrêtée et s'est tournée vers moi. J'ai failli nous détruire avec mon comportement, fut l'aveu discret. Merci de t'être battu pour nous au lieu de simplement t'en aller. Je me suis d'abord battu pour ma dignité, ai-je répondu honnêtement. Le reste a suivi. C'était une vérité simple qui contenait l'essence de ce que j'avais appris. Se respecter soi-même est le fondement nécessaire de toute relation saine. On ne peut pas s'attendre à ce que les autres valorisent ce que l'on est soi-même prêt à déprécier. L'expérience avait été douloureuse pour nous deux, mais finalement transformatrice. Ce qui a commencé comme une réponse à une humiliation publique est devenu un catalyseur pour un changement véritable. Parfois, la chose la plus puissante que l'on puisse faire lorsque quelqu'un vous rabaisse publiquement n'est pas de se retirer embarrassé, mais de tenir bon et de refléter ce comportement avec clarté et détermination. Non pas pour la vengeance, mais pour la restauration de l'équilibre, du respect et, finalement, de la relation elle-même.